Au cours des dernières années, Boeing est allé de crise en crise. Mais qu'en est-il d'Airbus? Ont-ils bien su profiter de cela? Et est-il juste de dire qu'ils ont peut-être été un peu complaisants? Eh bien, quelque chose vient vraiment de se passer. Et bien que cela semblait être un peu un spectacle secondaire lors de son annonce, c'était en réalité bien plus important qu'il n'y paraît. C'est un mouvement qui pourrait signaler le développement d'un tout nouvel avion Airbus et pourrait donc déclencher une réaction de Boeing et d'autres concurrents. Alors qu'était-ce? Je me suis beaucoup concentré sur Boeing ces dernières années et probablement à cause de cela, beaucoup d'entre vous m'ont demandé quand allez-vous couvrir Airbus et ce qu'ils ont fait. Croyez-moi, nous avons cherché des histoires sur Airbus, mais honnêtement, Airbus est un peu plus difficile à cerner que Boeing en ce moment. Ils semblent en fait assez doués pour résoudre les problèmes discrètement avant d'attirer trop l'attention de la presse et aussi des initiés de l'industrie comme moi. Mais cela ne signifie pas que ça a été complètement calme autour d'eux. En 2020 et 2022, Airbus a réglé des accusations de corruption liées à la vente d'avions de ligne, d'hélicoptères et même de satellites à divers gouvernements pour une valeur de plus de 3,7 milliards de dollars. Mais c'est plus ou moins ainsi que ces histoires d'Airbus ont tendance à se dérouler. Vous entendez vaguement parler d'eux dans les actualités, puis cela s'efface en arrière-plan. La seule exception à cela a été la dispute vraiment publique et violente entre Airbus et Qatar Airways concernant les dommages prématurés à sa flotte d'Airbus A350 que j'ai déjà couvert sur cette chaîne. Ce problème semble désormais totalement résolu. Mais, un peu plus important, nous n'avons vraiment rien entendu de concret de la part d'Airbus sur des plans pour développer quelque chose de nouveau ou même pour profiter de ces problèmes de Boeing. Le nouvel Airbus A320 nommé un XLR a été mis en service au cours des derniers mois, mais c'est un programme qui a commencé bien avant le 737 MAX de Boeing, il y a assez longtemps. Le programme que Airbus a lancé plus récemment est une version cargo de son Airbus A350 à fuselage large. Maintenant, c'est une menace pour Boeing, qui a toujours été le roi du fret aérien. Mais bien que le fret soit important, c'est sur le segment des jets de passagers à courte et moyenne distance que la plupart des regards de l'industrie sont actuellement fixés. Et sur ce marché, Airbus est jusqu'ici resté plutôt silencieux. La seule chose dont le constructeur européen a parlé ces dernières années qui correspondrait à cette catégorie de taille particulière est son programme 0E, qui est un groupe de concepts d'Airbus pour les futurs avions à hydrogène. Depuis le lancement de 0E en 2020, Airbus a déclaré publiquement qu'il vise à mettre en service le premier avion de ligne à hydrogène d'ici le milieu des années 2030. Mais ils n'ont encore officiellement lancé aucun projet spécifique. Avant de prendre cette décision, Airbus devrait tester en vol différents concepts d'un tel avion. De plus, il devrait s'assurer que des éléments tels que la production et l'approvisionnement en hydrogène renouvelable rendraient le programme réalisable en premier lieu. Il serait injuste de dire qu'Airbus n'a pas travaillé sur des technologies qui seraient utiles pour quelque chose de nouveau dans la catégorie de taille d'un Airbus A320 ou d'un 737 pendant cette période. Par exemple, ils ont des projets de longue durée comme le Wing of Tomorrow qui examine à la fois la conception et la fabrication des ailes d'avion en composite. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous savent qu'Airbus fabrique déjà des ailes en composite pour son A350 et qu'ils ont également de telles ailes fabriquées pour l'Airbus A220 par Spirit AeroSystems à Belfast, en Irlande du Nord. Mais préparer cette technologie pour remplacer la production de l'aile de l'Airbus A320, par exemple, est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, de grandes sections de ces ailes composites doivent être assemblées dans des gabarits spéciaux, puis elles doivent être durcies ou essentiellement cuites dans des fours pressurisés de la taille d'une aile appelée autoclave. Ce processus n'est pas seulement coûteux, il est également long et difficile à adapter pour atteindre des taux de production élevés. Ce n'est pas nécessairement un frein pour les gros porteurs comme l'Airbus A350, dont les taux de production sont relativement faibles, actuellement autour de 10 à 12 avions par mois. Mais les avions à couloir unique ont évidemment des taux de production beaucoup plus élevés que cela. Airbus fabrique actuellement bien plus de 40 jets de la famille Airbus A320 Neo par mois et ils visent à augmenter ce nombre encore plus haut, autour de 70 avions ou même plus.
Maintenant, l'Airbus A220 reçoit d'excellentes critiques de la part des compagnies aériennes et des clients. Mais son aile composite est en fait l'une des raisons pour lesquelles Airbus a vraiment du mal à augmenter son taux de production jusqu'à atteindre les 2 chiffres par mois, ce qui est vraiment nécessaire pour rendre ce programme rentable. Il existe maintenant des technologies qui pourraient aider à augmenter la production de choses comme les ailes composites, comme le durcissement hors autoclave, et Airbus et Boeing y travaillent depuis des années. Mais encore une fois, jusqu'à présent, il n'y a pas de véritable programme pour un nouvel avion Airbus ou Boeing qui serait associé à ces nouvelles technologies. Ces développements de conception et de fabrication ont donc été pour l'avenir avec d'autres nouveaux blocs de construction ou briques technologiques potentielles, comme Airbus aime les appeler, comme les fuselages en thermoplastique, qui sont à la fois plus légers et plus rapides à assembler que d'autres composites. Et surtout, malgré l'absence apparente de tout nouveau programme d'avion à l'horizon, Airbus a progressé avec toutes ces briques technologiques. Cela pose donc la question « à quoi servent-elles » Eh bien, une hypothèse de nombreux analystes a été qu'Airbus pourrait simplement utiliser ces technologies pour mettre à jour quelque chose. Il pourrait, par exemple, refaire l'aile de l'Airbus A320 et allonger l'A321 pour ajouter des sièges supplémentaires. Ou peut-être pourrait-il même mettre à jour la production de l'Airbus A220 pour augmenter la production et enfin rendre celui-ci rentable. Mais les développements plus récents pointent en réalité vers une direction complètement différente. Airbus serait sur le point de lancer un nouveau remplaçant pour la famille A320, et cet avion bénéficierait évidemment de toutes ces possibles améliorations de conception et de production et des mises à jour des moteurs, dont je reviendrai sous peu. Alors pourquoi dis-je cela? Qu'a fait Airbus qui rend le lancement d'un nouvel avion utilisant toutes ces technologies beaucoup plus probable maintenant? Alors le mouvement qu'Airbus a récemment fait, qui a retenu notre attention, est simple et en apparence, apparemment sans importance. Cela a à voir avec ses plans pour un avion à hydrogène dont j'ai parlé auparavant. En gros, Airbus ne croit plus que l'introduction d'un tel avion d'ici le milieu des années 2030 soit réaliste. Maintenant, je veux être absolument clair ici que ce n'est pas vraiment une histoire d'avion à hydrogène. Mais cette décision d'Airbus a certainement quelques belles conclusions intéressantes et pointues avec elle. Comme par exemple leur raisonnement selon lequel le facteur limitant pour l'hydrogène n'est pas tant le côté aéronef, mais plutôt la disponibilité d'un véritable écosystème à hydrogène qui serait réellement capable de produire, transporter, stocker et livrer de l'hydrogène aux aéroports du monde entier. Il est à noter qu'Airbus n'a pas révélé cette histoire dans un communiqué de presse classique. Au lieu de cela, cela est apparu dans la presse française lorsqu'Airbus répondait aux questions d'un syndicat français où ils ont révélé qu'ils avaient réduit le budget du programme 0E à hydrogène de 25%. Et surtout, Airbus a également annulé les plans pour faire fonctionner un banc d'essai Airbus A380 avec un 5e moteur à hydrogène monté en haut sur son fuselage. Airbus avait à l'origine des plans pour tester 2 versions de ce concept, un petit moteur à réaction qui brûlerait de l'hydrogène et une configuration de pile à combustible à l'hydrogène avec un moteur électrique faisant fonctionner une hélice. Cette annulation est importante car ce banc d'essai était censé montrer les effets de l'exploitation de tels moteurs à haute altitude. Par exemple, il montrerait si la combustion de l'hydrogène dans un moteur à réaction créerait de très épaisses traînées de condensation, ce qui pourrait causer des problèmes. Mais pourquoi cette décision est-elle si importante en ce moment? Un détail clé est que l'objectif initial de mise en service en 2035 pour le premier Airbus à hydrogène signifiait que le prochain nouvel avion de ligne d'Airbus fonctionnerait définitivement à l'hydrogène. Airbus a rendu cela très clair lorsqu'ils ont lancé le programme 0E en 2020 et ils ont également répété la même chose en 2022. Depuis lors, Airbus a essayé de tempérer un peu ses déclarations. Dans diverses interviews à partir de 2023, le président-directeur général d'Airbus, Guillaume Ferry, a suggéré que la prochaine génération d'avions Airbus pourrait faire un peu des deux. Il a mentionné que ce nouvel avion pourrait avoir des versions fonctionnant au kérosène ou au carburant d'aviation durable et d'autres versions avec des réservoirs d'hydrogène à bord. Maintenant, en apparence, ces plans ont toujours semblé un peu douteux. Vous voyez, contrairement au kérosène que nous pouvons facilement stocker dans les ailes de nos avions, l'hydrogène nécessite des réservoirs cylindriques ou même sphériques, pressurisés et super refroidis, qui doivent donc être à l'intérieur du fuselage.
Maintenant, en théorie, vous pourriez concevoir un avion capable de gérer les deux, mais tout l'intérêt de développer un tout nouveau design d'avion, plutôt que de simplement mettre à jour quelque chose avec de nouvelles ailes et moteurs, est de tirer parti de toutes les avancées technologiques disponibles. Pour ce faire, le nouveau design devrait être optimisé autour d'une configuration spécifique, donc faire des compromis en proposant des options aussi radicalement différentes semble vraiment très coûteux et aussi une complication supplémentaire sur quelque chose qui est déjà assez compliqué. Ainsi, avec cela à l'esprit, jusqu'à présent, nous ne savions pas vraiment ce que Airbus préparait réellement. Il pourrait suivre une approche en 2 étapes avec, disons, un Airbus A220 mis à jour qui inclurait de nouvelles options de moteur, plus un allongement tant promis, le rendant plus compétitif envers, par exemple, le Boeing 737, et il pourrait alors faire fonctionner cette version avec du carburant d'aviation durable ou Sustainable Aviation Fuel en plus du carburant à réaction normale. Ensuite, comme deuxième étape, il pourrait toujours prévoir d'introduire un petit design d'avion à hydrogène, par exemple, quelque chose avec 50 à 80 sièges qui remplacerait les turbopropulseurs comme le ATR-72 et le Avalon Dash 8. Et il pourrait ensuite créer quelque chose d'encore plus grand dans ce format un peu plus tard. Alors pourquoi changer cela maintenant? Eh bien, la nouvelle est qu'Airbus pense que le programme d'hydrogène 0E pourrait être retardé d'environ 10 ans, soit jusqu'en 2045 environ. C'est un assez gros retard pour un programme de 4 ans et demi. Et crucial pour cette vidéo, ce nouveau calendrier signifie qu'Airbus a maintenant besoin d'un tout nouvel avion, quelque chose fonctionnant avec du carburant pour jet normal ou du carburant d'aviation durable, et ils doivent lancer cet avion et le mettre sur le marché assez rapidement. Alors pourquoi cela? Eh bien, tout d'abord, il devient de plus en plus clair que le marché a besoin d'avions plus récents et encore plus efficaces. Dans une récente vidéo, j'ai analysé si Embraer pourrait devenir un réel concurrent pour Boeing et Airbus. Et le point principal que j'ai fait dans cette vidéo était que le marché veut vraiment qu'ils conçoivent et construisent un avion plus grand pour éventuellement concurrencer l'Airbus A320 et le Boeing 737. Maintenant, depuis que nous avons publié cette vidéo, Aviation Week a publié une enquête montrant à quel point les compagnies aériennes et les loueurs souhaitaient qu'un troisième acteur comme Embraer entre dans la mêlée. Maintenant, beaucoup de répondants à cette enquête ont dit qu'ils soutiendraient Embraer simplement parce qu'ils pensent qu'un troisième acteur serait une bonne chose et bénéfique pour l'industrie. Mais de manière cruciale, 44% des répondants ont également dit qu'ils seraient heureux si ce nouvel avion pouvait leur faire économiser 20% par rapport aux actuels Airbus A3, 120 Neos et 737 MAX. Et un autre 32% ont dit qu'ils seraient satisfaits avec seulement une économie de 15%. C'est crucial car Boeing a déclaré qu'il ne lancerait jamais pas un nouvel avion de ligne sans un gain d'efficacité d'au moins 25% par rapport au 737 MAX. Mais en réalité, seulement 25% des répondants estimaient qu'une telle amélioration élevée serait nécessaire. Je ne suggère pas qu'Airbus a peur d'Embraer. Là n'est pas la question. Au lieu de cela, ce que ces chiffres montrent, c'est qu'en général, les clients sont beaucoup plus prêts pour un nouvel avion que Boeing, et peut-être Airbus ne le pensait auparavant. Mais même pour obtenir ces 20 économies que les compagnies aériennes et les bailleurs de fonds souhaitent, Airbus aurait réellement besoin des améliorations du moteur et de la cellule qu'un tout nouveau design pourrait apporter. Et en plus de cela, il y a aussi une raison plus simple pour laquelle Airbus doit introduire ce tout nouvel avion de ligne dès maintenant. Vous voyez, si nous voyons vraiment une génération d'avions à hydrogène commencer au milieu des années 2040, alors tout nouveau design qui est introduit avant cela aura un temps limité pour récupérer cet investissement. Évidemment, les premiers avions à hydrogène seront probablement plus compacts. Donc, un avion de la taille d'un Airbus A321, par exemple, aura probablement encore pas mal de temps pour rester pertinent. Mais dans tous les cas, l'essentiel ici est que nous avons maintenant une bien meilleure idée de ce que fait Airbus. Et ce changement de stratégie n'affecte pas seulement eux. En fait, un mouvement comme celui-ci rééquilibrerait complètement le terrain concurrentiel autour des moteurs à réaction, ce qui m'amène immédiatement à quelque chose d'un peu gênant. Vous voyez, j'ai récemment fait une vidéo sur le Rolls-Royce Ultra Fan et j'ai expliqué comment Airbus et Rolls pourraient le fixer sur un Airbus A350 pour créer un Airbus A350 Neo et que Boeing n'aurait probablement pas de réponse à cela pendant des années.
Mais dans cette même vidéo, j'ai également dit que puisque Boeing est toujours occupé avec ses propres problèmes, Airbus n'est pas pressé de lancer un remplacement pour la famille A320neo. Maintenant, évidemment, j'ai enregistré cela avant de passer en revue cette enquête que je viens de vous montrer et avant de prendre en compte la possibilité de ces récents changements qu'Airbus a annoncés. Et dans tous les cas, le point ici est qu'un nouvel avion d'Airbus, ou de Boeing d'ailleurs, visera à remplacer les avions de ligne les plus populaires qui sont maintenant disponibles dans le monde. Et il ne fait aucun doute que tous les principaux fabricants de moteurs voudront une part de ce gâteau. Comme je l'ai dit dans cette vidéo de Rolls-Royce, le fabricant de moteurs britannique discutait à un moment donné avec Boeing à propos d'une version de ce moteur pour un éventuel remplacement du 737, le 797. Donc, le fait qu'il fabrique l'un de ces moteurs pour remplacer un Airbus A320 est évidemment une évidence. Pratt et Whitney fabriquent déjà une version de leur turboréacteur à engrenage pour le Airbus A320neo et une version plus récente de celui-ci, utilisant peut-être des matériaux plus récents qui résolvent certains de ses problèmes initiaux, serait presque certainement bien adapté à cet avion plus récent également. Cela laisse CFM la co-entreprise à 50-50 entre General Electric et Safran, qui fabrique le moteur LEAP-1 pour les familles Airbus A320neo et Septen 37MAX. Et ici, les choses sont un peu plus compliquées, car CFM développe également un design plus radical à ventilateur ouvert, appelé le CFM Rise. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, ce moteur est probablement le plus prometteur en termes de gain d'efficacité brute, mais un avion de la taille d'un Airbus A320 ou du 737 aurait probablement besoin d'être configuré et construit spécifiquement pour l'utiliser. Et c'est parce que le diamètre effectif de ce moteur va être vraiment énorme. Imaginez essayer de monter un moteur de Boeing 777 sous l'aile d'un Airbus A320 et vous avez l'idée. Pour que cela fonctionne sur un avion à aile basse, comme la plupart des avions de ligne que nous avons aujourd'hui, l'aile devrait être courbée vers le haut dans une sorte de configuration d'aile de mouette. Et j'ai effectivement montré que Airbus avait déjà présenté un concept comme celui-ci il y a quelque temps. Il ne fait donc aucun doute qu'ils prennent en compte cette augmentation pour tout projet futur sur lequel ils pourraient travailler. Mais en plus de tous les autres défis de développement, choisir un moteur comme celui-ci ferait effectivement de ce remplacement d'Airbus A320 un avion à option monomoteur. C'est quelque chose qui ne semble pas déranger Airbus mais pour ses gros porteurs. L'A350 et l'A330neo ont actuellement seulement des moteurs Rolls-Royce par exemple. Mais pour leurs avions monocouloirs, Airbus a traditionnellement préféré offrir un choix d'au moins 2 moteurs différents. C'est ce qu'ils ont fait avec la famille originale A320 et ont ensuite répété pour la famille Airbus A320neo également. Donc, si c'est ce qu'ils veulent cette fois-ci aussi, eh bien, alors l'option du moteur RISE pourrait ne pas être le meilleur choix. Bien sûr, rien n'empêche CFM de proposer un moteur plus conventionnel en option. Peut-être un LEAP avec un fan wing empruntant certaines des leçons qu'ils ont apprises dans le programme RISE. En fait, c'est ce que je pense que CFM finira par faire ici. Maintenant, il est évident qu'il y a aussi un autre acteur de l'industrie qui serait affecté par ce mouvement d'Airbus que je n'ai pas encore mentionné, et c'est Boeing. Que ferait Boeing si Airbus lançait soudainement un remplacement de le Airbus A320 avec une mise en service vers 2035 environ? Ou si je le formule autrement, que peuvent-ils faire? Eh bien, je n'ai pas de boule de cristal ici, mais compte tenu des récents changements aux États-Unis, j'ai du mal à imaginer que la nouvelle administration laisserait Boeing prendre encore plus de retard par rapport à là où ils sont déjà. Par le passé, les États-Unis et Boeing ont accusé l'Union européenne de subventionner et de soutenir Airbus. Mais maintenant, je ne serais pas surpris de voir Boeing recevoir un peu ou même beaucoup de financement de l'État. Franchement, juste pour les aider à se tenir debout et à relever un défi aussi gigantesque. Parce que ce serait certainement un défi gigantesque. Enfin, un autre facteur ici est que chaque fois qu'un fabricant remplace une famille d'avions existante par quelque chose de nouveau, il y a un risque inévitable que certains clients qui ont déjà commandé l'avion existant passeront au nouveau type, s'ils peuvent se permettre d'attendre un peu plus longtemps. Maintenant, normalement, les fabricants d'avions n'aiment vraiment pas cela parce qu'ils obtiennent la majeure partie de leur argent lorsqu'ils livrent chaque nouvel avion à leurs clients. Ainsi, le changement de commande vers des avions qui seront livrés encore plus tard nuira beaucoup à leur liquidité.
Mais Airbus a aujourd'hui un retard incroyablement long pour les nouvelles commandes d'avions. Si vous commandez un nouvel Airbus A320-T1neo aujourd'hui, vous pourriez ne pas l'obtenir avant environ 8 ans ou même plus longtemps que cela. Donc cela signifie qu'Airbus n'a pas vraiment beaucoup à perdre. Si certains ou même beaucoup de clients passent à ce nouvel avion, cela signifiera simplement qu'ils peuvent offrir des livraisons plus rapides à leurs clients existants, plus impatients. Et les livraisons continueront simplement. Et avec cela, l'argent continuera à rentrer, permettant le financement du nouvel avion de se poursuivre sans aucun problème. Maintenant, il y a bien sûr beaucoup plus à dire ici. Nous enregistrons cela avant la conférence de presse annuelle d'Airbus, le 20 février, où nous en apprendrons probablement beaucoup plus sur les futurs plans de l'entreprise. Et lors de cette conférence de presse, Airbus devra probablement répondre à certains régulateurs ou législateurs vraiment mécontents qui ne veulent vraiment pas voir de retard dans leurs usines à hydrogène. Et nous devons encore voir la réaction d'Embraer et d'autres acteurs de l'industrie. Alors, qu'en pensez-vous? Verrons-nous un nouvel avion Airbus annoncé dans l'année à venir et quels moteurs, matériaux et autres caractéristiques aimeriez-vous y voir? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. J'espère maintenant que vous réserverez un accueil très chaleureux à mon ami et collègue Ben qui commence à présenter des vidéos ici sur MentorNow. Il a presque exactement le même parcours que moi et est un instructeur et examinateur actif sur Boeing 737, donc je suis vraiment heureux de l'avoir dans l'équipe. Et comme vous pouvez le voir, nous continuons à développer notre production et notre qualité, et cela n'est possible qu'avec l'aide de mes fantastiques supporters Patreon ainsi que de nos sponsors. Et vous pouvez trouver des liens sur comment rejoindre Patreon ou vers mon sponsor ici dans la description ci-dessous ou en utilisant ces codes QR. Et si vous aimez cet épisode, vous adorerez absolument cette ancienne vidéo que je vous suggère de regarder ensuite. Je suis Peter Hernfeldt, bienvenue à MentorNow. Passez une excellente journée. À la prochaine. Au revoir.